Bonjour tout le monde. Alors, je suis vraiment content d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la diététique. J'ai mis diététique du patient diabétique, mais au fait, c'est une diététique qui est destinée à tout le monde, et surtout les personnes qui sont en surpoids ou obèses. C'est exactement la même chose. C'est un atelier, donc on est là pour discuter, bien sûr, des attitudes à faire, de comment gérer l'alimentation, soit de votre patient diabétique, soit de votre patient qui est en surpoids ou obèse. C'est très important, parce que vous pouvez me poser des questions et me dire, qu'en est-il des thérapeutiques? Est-ce qu'on va aller directement à ces fameuses injections de sémaglutide, de tirzépatide, de tout ce que vous voulez? On peut en discuter, donc c'est ce que j'ai dit, c'est un atelier, donc on est là pour discuter de tout cela, mais vous allez voir ce que disent les recommandations, ça c'est très important. Alors, bien sûr, quand on va proposer une hygiène de vie à notre patient, on doit d'abord connaître les bases de la nutrition. Et ces bases de la nutrition, vous savez très très bien qu'on doit gérer les 3 fameux macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Et on doit savoir que chaque nutriment est là pour apporter un certain nombre de calories. J'ai cité le mot calories, c'est important, parce que nous, ce qu'on a l'habitude de faire, et moi-même je le fais dans mon cabinet, et quand vous avez un patient, vous n'avez pas le temps de tellement tout gérer. Donc vous lui dites, mangez 3 cuillères à soupe. Non, chaque patient est un patient à part. Il n'y a pas 2 patients identiques. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? De transmettre des messages clés. Parce qu'on ne peut pas, c'est impossible de traiter la nutrition en 45 minutes. C'est impossible. Mais il y a des messages clés que je voudrais faire passer et vous allez voir lesquels. Quand vous donnez, bien sûr, quand vous allez donner ces substrats, glucides, lipides, protéines, elles sont là. Il faut savoir que le patient, il a un besoin énergétique pour manger, pour respirer, pour bouger, pour renouveler ses cellules. Donc, on doit respecter ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est quoi le métabolisme de base? C'est le minimum d'énergie nécessaire en un milieu en thermoneutralité, c'est-à-dire il fait ni chaud ni froid, où la personne n'a aucune activité, elle ne bouge pas. C'est ce qui lui permet que son cerveau fonctionne, son cœur fonctionne, son sang il tourne, ses cellules se renouvellent. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le minimum d'énergie nécessaire pour qu'un être humain fonctionne, sans bouger, sans rien. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Dans ce métabolisme de base, il y a un certain nombre de calories. Ces calories, il y en a qui vont servir à donner de l'énergie, il y en a qui vont servir à, bien sûr, aux besoins plastiques, c'est-à-dire, regardez là, comme les protéines, ils sont là pour faire le muscle, etc. Maintenant, quand vous êtes en face d'un patient, et c'est bien sûr très important, il faut savoir que ses besoins énergétiques ne dépendent pas que de sa maladie, dépendent de son âge, de son sexe, de son type de diabète. Est-ce qu'il a un diabète ou pas? Est-ce qu'il a une dyslipidémie ou pas? Est-ce qu'il a une hypertension ou pas? Et aussi de son activité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sédentaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est actif? C'est très important. Et les apports énergétiques, ce que vous allez apporter comme aliment, vont dépendre de calculs que vous allez faire qui vont vous prendre 3 secondes. Vraiment 3 secondes. 1, 2, 3. Et je vais vous montrer comment. Et vous allez déterminer ce qu'on appelle la dépense énergétique de repos et la dépense énergétique totale. Donc, pour moi, c'est mon message numéro 1. Et si vous gagnez ce message aujourd'hui, baraka, j'ai gagné, sincèrement. C'est quoi mon message? C'est, vous avez un patient, qu'il soit diabétique ou pas, qu'il soit en surpoids ou pas, que vous avez une femme enceinte, et vous voulez lui donner des conseils alimentaires, la première chose à faire, c'est calculer sa dépense énergétique. Quelle est sa dépense énergétique de repos? Et quelle est sa dépense énergétique totale? Pourquoi? Parce que quand vous allez proposer une hygiène de vie, vous ne pouvez pas descendre en dessous de ce niveau kilocalorique de dépense énergétique de repos. Par exemple,
si vous calculez la dépense énergétique et vous la trouvez à 1800 kilocalories, vous n'avez pas le droit de donner une hygiène de vie à moins de 1800 kilocalories. Mais vous allez esquinter votre patient. Nous, l'immense majorité de menus qu'on donne, c'est des menus qui tournent aux alentours de 1200 kilocalories, ce qui est catastrophique pour le patient. Il ne peut pas suivre. Donc c'est normal que vos patients ne vous suivent pas quand vous leur proposez une hygiène de vie. C'est tout à fait normal. Donc, mon message numéro 1, c'est calculer la dépense énergétique de repos et la dépense énergétique totale. Vous allez me dire comment? Il y a deux méthodes simples. Soit, quand vous êtes dans des congrès en France, en général, dans les stands où où ils traitent de la nutrition, ils offrent des petites calculettes, comme ça, des petites calculettes, qui vont vous permettre de calculer ça. Sinon, si vous êtes informatisé, ou bien dans vos smartphones, vous allez rentrer sur Google et vous allez écrire « calcul de la dépense énergétique ». Et prenez le premier qui tombe. Même Decathlon le propose. Même Decathlon, vous rentrez dans le site de Decathlon et vous allez trouver, voilà un exemple numéro 1, voilà un deuxième exemple qui est très détaillé. Et regardez, vous allez rentrer juste le poids, la taille, l'âge, le sexe et le type d'activité. Est-ce que cette personne, elle est sédentaire? Est-ce que cette personne, elle marche un petit peu? Ou bien cette personne, elle fait de l'activité physique? Et regardez, celui-là, il est très détaillé parce que celui-là, donc vous le trouvez aussi sur Google, hein, sur la première page Google, et vous allez trouver, ça c'est un site, il y en a des milliers de sites. Vous rentrez 3-4 paramètres, ça vous fait 3 secondes. Voilà un autre, ça c'est un petit logiciel que moi j'ai dans mon cabinet qui est installé, donc je n'ai pas à chaque fois à me connecter à Internet. Donc je mets le poids du patient. Regardez, je prends par exemple un patient de 75 kilos qui fait 1m76, ça me permet de calculer son BMI, je mets sa tranche d'âge, je mets un homme ou une femme, son activité, comment elle est, et je m'en fous du reste, ne remplissez pas le reste. Le reste, si vous voulez plus de détails, le tour de taille, etc. Mais uniquement avec cette première case, ça va vous déterminer la dépense énergétique de repos et la dépense énergétique totale. Et c'est très important, faites-le. Faites-moi confiance, faites-le, ça va énormément vous aider dans votre pratique. Même vis-à-vis de votre patient, il va voir que vous vous intéressez à combien il doit manger. Mais si n'importe quoi, imprimer une page et la donner. Donc là, en fonction de ça, là par exemple, j'ai calculé la dépense énergétique de repos de ce patient qui a 1748 kilocalories. Donc à peu près 1800 kilocalories. Donc je comprends que ce patient-là, si jamais je lui donne un menu à moins de 1800 kilocalories, il va être épuisé. Il va le suivre une semaine, 10 jours, un mois. Mais après, il va être fatigué. Il ne va plus pouvoir même réfléchir. Il va perdre la concentration. Il va tout jeter. Donc, il ne va pas suivre. Et vous savez, 1800 kilocalories, c'est 80 grammes de pain le matin, c'est 70 grammes de pain à midi, c'est 60 grammes de pain le soir. Pas 50 grammes. Donc, attention, bien sûr, au menu que vous proposez à vos patients. Ça fait, moi, c'est mon message numéro 1. Et après, on va avancer. Donc, retenez qu'il faut absolument calculer la dépense énergétique de votre patient. C'est quoi la dépense énergétique totale? La dépense énergétique totale, vous allez voir tout à l'heure, elle va me servir pour établir le menu que je vais proposer à mon patient. Donc, je fais ce petit calcul qui prend 3 secondes, vous avez vu, et je détermine ma dépense énergétique de repos, je détermine ma dépense énergétique totale. Je les note sur le dossier de mon patient et après j'avance. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'éviter le yo-yo. C'est vrai que toutes les études dans le monde entier et sur plusieurs années, sur des décennies et des décennies, on arrive à faire perdre le poids à nos patients. Donc on arrive, bien sûr, on démarre un traitement
quand je dis traitement, c'est un suivi nutritionnel, donc que le patient soit obèse ou tout ce que vous voulez, diabétique, non diabétique, on arrive à perdre du poids, mais dès qu'on arrête le suivi, regardez, on va reprendre le poids et on va reprendre même plus que ce qu'on avait auparavant. Pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand vous perdez le poids, vous allez adapter votre métabolisme à une certaine résistance. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez entraîner un changement du niveau de certaines hormones. Vous allez diminuer le niveau d'hormones de la satiété. Vous allez augmenter l'hormone de la faim. Vous allez diminuer votre dépense énergétique. Mon patient, je dis au hasard, de tout à l'heure, qui normalement sa dépense énergétique de repos était de 1750 kilocalories, à force de, bien sûr, de lui donner des régimes restrictifs, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de s'adapter, il va baisser ses dépenses énergétiques, il va tout concentrer pour son cerveau et pour son cœur. Et tout le reste, il va le négliger. Donc, il va diminuer sa dépense énergétique. Mais c'est une diminution qui est protectrice. Le cerveau, comment il va l'interpréter ? Il va l'interpréter, cette personne est malade. Donc, parce que les apports caloriques ne sont pas suffisants. Et du moment qu'elle est malade, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va concentrer tout ce qui va apporter au cœur et au cerveau, c'est-à-dire aux organes nobles. Du coup, il va perdre du poids. Il va perdre du poids parce qu'il va dépenser, bien sûr, il va diminuer ses dépenses énergétiques, mais dès qu'il va reprendre à manger même un yaourt en plus, même, vous savez, un toast plus 30 grammes de fromage, un toast de 50 grammes plus 30 grammes de fromage, les deux ensemble, c'est 260 kilocalories. Donc vous imaginez, il mange un toast plus 30 grammes de fromage, en plus de ce qu'il a l'habitude de manger avec le régime, c'est 260 kilocalories en plus. Le cerveau, comment il va dire ? Ah, ces kilocalories, je vais les stocker. Il est malade celui-là. Il va les stocker et du coup, il va commencer à reprendre le poids. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et du coup, il va prendre du poids plus que ce qu'il en avait avant de perdre le poids. Donc, méfiez-vous de cette adaptation métabolique qui est très importante. Que disent les recommandations ? Alors, on est là pour parler scientifique. Il y a des recommandations européennes, il y a des recommandations américaines. Que disent les recommandations ? Eh bien, voilà. Il y a une approche de la gestion de l'obésité. Et cette approche, elle est en 4 étapes. Regardez la dernière étape, elle est là. La dernière étape, c'est tous les individus, quel que soit leur index de masse corporelle, quelle que soit leur maladie, quelle que soit la thérapeutique que vous allez proposer, que vous faites ce que vous voulez comme traitement, l'hygiène de vie est indispensable. On ne peut pas s'en passer de mesures hygiéno-diététiques et d'activité physique. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Artez ce que vous voulez, donnez ce que vous voulez comme traitement. Mais si même faites de la chirurgie, faites ce que vous voulez. Et bien sûr, regardez, tous les individus, quel que soit l'index de masse corporelle, qui soit en surpoids, qui soit en surpoids proche de l'obésité, qui soit en obésité grade 1, obésité grade 2, obésité grade 3, quelle que soit l'approche nutritionnelle, elle est indispensable. Ça, il faut le retenir. Donc ne dites pas c'est pas grave, c'est bon, je vais lui donner mon jarreau, il va lui couper la faim et il va manger ce que tu veux. Alors mon jarreau a dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut une bonne hygiène de vie. Ça, c'est très important. Et bien sûr, regardez l'indication thérapeutique, c'est soit par des médicaments ou par la chirurgie, et elle est en fonction de l'index de masse corporelle de vos patients. Ça, c'est très important. Maintenant, on n'est pas là pour parler de la thérapeutique, si vous voulez, exogène. Est-ce que je vais utiliser un médicament ou pas ? Mais on peut en parler si vous voulez. On est là pour parler diététique. Il est très important de savoir que si vous avez un patient, je vais prendre le patient diabétique et qui est en poids normal,
vous avez un diabétique de type 1 ou bien un diabétique de type 2 qui a atteint un IMC inférieur à 25. Son apport énergétique total, il est là, il doit être équivalent à l'apport énergétique de quelqu'un qui n'a rien du tout. D'accord? Donc, ne dites pas, c'est bon, non, il est diabétique, je vais le mettre à un régime hypocalorique. Non, il doit avoir, parce qu'il a un poids normal pour pouvoir maintenir ce poids, pour pouvoir vivre normalement, pour pouvoir travailler, pour pouvoir, bien sûr, vous suivre, il doit avoir un apport calorique normal. Comment je vais le déterminer? Parce que les calculs que j'ai fait tout à l'heure, le calcul de l'apport énergétique de repos et la dépense énergétique de repos et la dépense énergétique totale. Et comment je vais répartir les macronutriments? C'est enfin, bien sûr, parce que l'apport énergétique doit être normal, normocalorique, bien sûr, je vais lui proposer un minimum de 55% de glucides. Ce n'est pas parce qu'il est diabétique que je ne vais pas lui donner des glucides. Mais ça ne va pas être des glucides rapides. Que cette personne soit en surpoids, que cette personne soit obèse, que cette personne ait un poids normal, dès que vous vous mettez dans les conditions d'hygiène de vie, il faut supprimer les sucres rapides de votre alimentation, diabétique ou non diabétique. Il faut les supprimer. Donc, je vais donner des sucres lents et on va les voir tout à l'heure. Donc, bien, ça c'est important. Il faut un apport en lipides. Non. Il faut que dans les apports énergétiques, dans l'apport énergétique total, il faut qu'il y ait un maximum de 30% en lipides et à 15% en protéines. Comment vous faites? Comment il faut faire? Vous savez, vous ne pouvez pas le faire tout seul, sauf si vous faites de la diététique. Faites-vous aider par une diététicienne. Et il y a des diététiciennes qui font un travail extraordinaire. Vous allez établir une ordonnance. Une ordonnance, vous allez dire, cette personne, sa dépense énergétique de repos est de 1600 kilocalories. Je dis au hasard, cette personne doit avoir un menu qui ne doit pas descendre en dessous de 1600 kilocalories. Et s'il a un poids normal, je veux dans ce menu 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines. Donc, ça c'est un apport énergétique total normal. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si cette personne est en surpoids, il y a une méthode simple, très facile, que le monde entier utilise. Que le monde entier, dans les plus grands centres de nutrition du monde, c'est ce qu'ils utilisent comme calcul. Ils prennent la dépense énergétique totale. Vous avez vu tout à l'heure, on a calculé la dépense énergétique de repos. On a calculé la dépense énergétique totale. Ils prennent la dépense énergétique totale et ils enlèvent 500 kilocalories. Le monsieur de tout à l'heure, je dis au hasard, il avait 2500 kilocalories en dépense énergétique totale. J'enlève 500 kilocalories parce qu'il est en surpoids. D'accord, parce qu'il avait un IMC à 26, je dis au hasard, et j'enlève 500 kilocalories, donc je ne dois pas descendre en dessous de 2000 kilocalories. Donc cette personne-là, je dois lui proposer une hygiène de vie sur la base de 2000 kilocalories. Mais c'est pas possible. Cette personne ne va pas vivre. Il va manger, il va le faire une fois, il va le faire une semaine, il va le faire un mois. Mais après, il va tout jeter. Pourquoi? Parce qu'il va être fatigué. Parce qu'on ne respecte même pas son métabolisme de base. On ne le respecte pas. D'accord? Donc, il faut essayer, bien sûr, de raisonner comme ça. Maintenant, si cette personne était obèse, c'est-à-dire elle avait un IMC qui dépasse 30, à ce moment-là, je vais réduire, je vais vous dire, 800 kilocalories. C'est à peu près, il faut réduire de 25 à 40% la dépense, bien sûr, énergétique totale. Notre patient tout à l'heure, il avait une dépense énergétique totale de 2500 kilocalories. Si jamais je l'avais mis obèse avec un IMC à 32, qu'est-ce que je fais? J'enlève 800 kilocalories. Donc, je vais, bien sûr, lui proposer un menu
aux alentours de 1700, 1600, 1700, 1800 kilocalories. Et si j'enlève ces 800 kilocalories, il va bien sûr essayer de perdre le poids. Vous avez vu, c'est ce qu'il faut faire. Et là, vous allez changer la répartition des macronutriments. Alors, pour pouvoir respecter et pouvoir apporter ces 1800 kilocalories, vous allez être obligé de modifier sa composition de ces macronutriments. Donc, aux dépens des glucides, parce que l'objectif, c'est de réduire les glucides, vous allez augmenter la ration en protéines. C'est de là où est venue la fameuse histoire des régimes cétosiques ou des régimes hypercaloriques. C'est de cette idée que c'est venu, alors que, à mon sens, il faut respecter, bien sûr, les apports alimentaires, avoir entre 40 à 45% en glucides. Tout à l'heure, c'était 50 à 55%. Bien sûr, je vais les enlever. Je vais en mettre un petit chouïa en plus au niveau des protéines. Et regardez, les lipides doivent être aux alentours de 40%. Tout à l'heure, ils étaient aux alentours de 30%. Donc, ce que j'ai enlevé des glucides, je vais le répartir entre les lipides et les protéines. Oui ? Oui. Je ne dois pas descendre en dessous. Je ne peux pas. Alors, oui, bien sûr. C'est bien d'avoir posé cette question parce que tout à l'heure, je vais revenir parce que c'est un cas très... moi, j'ai dit c'est mon message aujourd'hui. C'est très important. Regardez, celui-là, il a une dépense énergétique de repos de 1750 kilocalories. Une dépense énergétique totale de 2800 kilocalories. On arrondit. Si, par exemple, ce monsieur a un poids normal et je veux juste maintenir son poids, je dois lui donner une alimentation à 2800 kilocalories. Non, je vais lui donner 2800 kilocalories. S'il était en surpoids, j'enlève 500 kilocalories à ces 2700. Donc, je vais le mettre à 2200 kilocalories. Mais s'il était obèse, je vais enlever 800 kilocalories. Et si j'enlève 800 kilocalories, je tombe à un niveau moins de 1700, je n'ai pas le droit, c'est mauvais. Je dois respecter un minimum de 1700 kilocalories pour qu'il puisse, bien sûr, ne pas tomber dans ce piège de modification métabolique dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Donc, vous avez vu, toute la base de votre prescription médicale, diététique, elle va dépendre de ça. Elle va dépendre de ce petit calcul très facile, très simple, que vous pouvez faire en 3 secondes. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, on parlait tout à l'heure de l'obèse, et bien sûr, maintenant, si mon patient est diabétique, et il est diabétique, comment je vais lui répartir son alimentation ? Est-ce que je dois lui donner une collation ou pas ? Est-ce que la collation, elle est obligatoire ou pas ? Est-ce que... Eh bien, regardez, c'est très important. Le schéma des repas. Vous savez, nous, êtres humains, on est fait pour avoir 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. On n'est pas fait pour manger 6 fois par jour. Donc, notre pancréas, il est programmé, donc il commence à libérer de l'insuline comme ça spontanément le matin, vers midi et le soir. Donc, et si on mange, cette insuline, elle va s'accentuer et on va faire le pic préprandial. Si on ne mange pas, cette insuline le pic ne va pas suivre et bien sûr le niveau d'insulinémie va revenir à la normale. Quand vous jeûnez, Ramadan, quand vous êtes pendant le mois du Ramadan, c'est le moment le plus délicat. Midi, à 4 foot midi, ça fait très d'un nar. Pourquoi ? Parce que votre pancréas, il est programmé. Il se prépare à recevoir un repas. Mais ce repas, mais qui giche. Donc, qui bda la sécrétion d'insuline, mais qui giche le repas, qui hbis. D'accord ? C'est pour ça que dans la sécrétion prandiale, il y a 2 pics. Il y a un premier pic. Ce premier pic, il survient avant de commencer à manger. C'est pour ça que vous avez faim.
parce que ça déclenche le processus de fabrication d'insuline. Mais après, si vous mangez, le pic va continuer, mais si vous ne mangez pas, le pic va revenir à la normale. Donc, notre cerveau, il est programmé à ça. Donc, nous, tout le monde, qui m'accale le patient, on lui donne ftor d'Acha, collation à 10h, collation à 17h. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais non. Si vous mangez quelque chose à 16h, si vous mangez quelque chose à 10h, où est l'insuline qui va la contrôler? Elle n'existe pas. Donc, votre pancréas, il va fournir un effort en plus, bien sûr, pour contrôler cette glycémie. Parce que si vous mangez une pomme, c'est 90 à 100 kilocalories. Qui va brûler ces 100 kilocalories? Il n'y a pas. Donc, le pancréas va travailler. Donc, il va créer un mini-pic, un petit pic. D'accord? Si ce pancréas ne fonctionne pas du tout, tel que le diabétique de type 1, donc vous êtes obligé de rajouter un petit peu d'insuline. C'est pour ça qu'on voit des enfants qui s'injectent 6 fois par jour. Parce qu'ils vont manger le goûter, parce que ça c'est très important. Donc le schéma alimentaire, il dépend... Oh, j'ai perdu du temps, je suis désolé. Bon, je vais essayer de rattraper. Le schéma alimentaire, il dépend bien sûr, des traitements que vous proposez à vos patients. Attention, malheureusement au Maroc, on a encore des diabétiques de type 1. Parce que ça fait 20 ans que ديما كنطلب منهم لي فوتو ils m'ont jamais envoyé une seule. هذه وحده هي اللي تفكرت فيا وصيفطتهم لي une seule. كنا عارفين هو هشام تو لي زون كنطلبوا كيقول لي والله سنوصلهم لك جامي. هي كتصيفطهم لي je sais la seule. Alors désolé, j'ai ouvert cette petite parenthèse. أصبر كنضحكوا. Alors donc, juste malheureusement, au Maroc, on a toujours des diabétiques de type 1 sous prémixée humaine, ou même prémixée. Un diabétique de type 1, c'est basal bolus, c'est indiscutable. Bien sûr, quand vous donnez des insulines prémixées, ou bien des insulines qui contiennent de l'actrapide, de l'insuline humaine rapide, l'insuline humaine rapide, vers 11 heures, elle chevauche avec le début de fonctionnement de la NPH. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un risque hypoglycémique. Là, vous êtes obligé de donner la collation à 10 heures et la collation à 17 heures. Donc, vous avez vu que la collation, elle est tributaire bien sûr, du traitement de votre patient. Mais si votre patient, il a un schéma basal bolus, s'il est fait par des insulines humaines, c'est-à-dire NPH le matin, NPH le soir, actrapide à midi, matin, actrapide à midi, actrapide le soir. Là aussi, vous utilisez de l'insuline rapide humaine. Donc là, vous devez donner des collations parce qu'il y a un risque hypoglycémique. Et des fois même, on est obligé de rajouter une collation au coucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque hypoglycémique en dormant. Mais si vous utilisez les analogues à l'insuline, c'est 3 repas. C'est 3 repas. C'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Vous pouvez donner un 4e repas, c'est-à-dire une collation. Mais cette collation, elle dépendra de l'apport énergétique que vous allez apporter. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et aussi, en fonction de est-ce que le patient il a une activité physique ou pas, est-ce que le patient il veut absolument cette collation ou pas. C'est très important. Parce que, je dis au hasard, quelqu'un chez qui vous proposez un menu à 2000 kilocalories, ces 2000 kilocalories, s'il est diabétique de type 1, c'est difficile de les répartir en 3 repas. Parce que si vous les répartissez en 3 repas, les repas vont être copieux. Et quand ils vont être copieux, la charge glycémique, la postprandiale va augmenter. Donc j'enlève un petit peu du petit déjeuner, un petit peu du déjeuner et je mets ça à la collation de 17 heures. Donc c'est ça, bien sûr, je vais de ces 2000 kilocalories retirer 100 kilocalories que je vais donner au moment de cette collation que je vais choisir. Est-ce qu'elle va être le matin
ou bien est-ce qu'elle va être l'après-midi? Le mieux, c'est qu'elle soit vers l'après-midi et surtout pas le matin. Donc ça, c'est, bien sûr, je pars du diabétique de type 1. Le diabétique de type 2, là aussi, la prescription, elle dépend bien sûr des habitudes et elle dépend du traitement du patient, mais l'immense majorité du diabétique de type 2 doivent avoir un menu hypocalorique. On ne peut pas être diabétique de type 2 si on n'a pas de la résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline, elle vient avec quoi? Elle vient avec le surpoids. Je ne peux pas être diabétique de type 2 avec un IMC normal. Il y a un cas particulier, c'est le diabète monogénique. Bon, ça, il est rare. Mais dans l'immense majorité des diabétiques de type 2, il faut obligatoirement qu'il y ait et de la résistance à l'insuline et de l'insulinopénie. Il faut qu'il y ait les deux. Donc, qui dit résistance à l'insuline dit tour de taille élevé ou poids élevé. Donc, c'est ça, le diabète de type 2. Donc, le diabétique de type 2 doit avoir un menu hypocalorique. Et quand je dis hypocalorique, en fonction des calories que j'ai dit tout à l'heure. S'il est en surpoids, j'enlève 500 kilocalories. S'il est obèse, j'enlève 800 kilocalories sans jamais descendre en dessous de la dépense énergétique de repos. Donc, c'est pour ça elle me sert à ça. Parce que si je descends en dessous de la dépense énergétique de repos, il va être fatigué. Donc là, je mets par exemple, si j'ai des repas aux alentours de 1600 kilocalories, même s'il est diabétique de type 2, attention, je vais donner à peu près le matin 300 kilocalories, à peu près 550 kilocalories à midi et 450 kilocalories le soir. Et je vais me garder une petite collation, là parce qu'il est diabétique de type 2, aux alentours de 300 kilocalories vers 16 heures. Donc là, il a 3 repas plus une collation. Mais si j'ai plus que 1600 kilocalories, je vais donner 1800 kilocalories. Donc là, si je donne 1800 kilocalories, si je veux la répartir en 5 prises, là, je ne peux pas tout mettre ici à 16 heures. Je vais être obligé de ces 300 kilocalories, de les diviser en 2 et de donner une collation qui est de à peu près 100 kilocalories vers 10h, 10h30 et de 200 kilocalories vers 16h. Donc, c'est la répartition en 5 prises. C'est ce qu'on fait en général chez la femme enceinte. Donc, chez la femme enceinte, on ne descend jamais en dessous de 1600 calories. Attention, c'est dangereux. Et bien sûr, vous allez la répartir en 5 prises. Pourquoi en 5 prises? Parce que pour éviter les hyperglycémies postprandiales. Donc ça, je vais revenir tout à l'heure quand je vais parler de la charge glycémique. Je vais essayer de gagner du temps. Quand vous avez bien sûr des subfamilles d'hypoglycémiants, il y a un risque hypoglycémique. Et quand vous avez de l'insuline, c'est le même raisonnement que le diabétique de type 1. La collation, donc ça je passe, c'est vrai que la collation, elle a un certain positif. Le positif de la collation, c'est que ça va me permettre de réduire les calories que je vais donner au repas. Parce que cette collation, je vais la soustraire des repas. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai donné le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, et cette collation, je l'ai retirée de ces 3 principaux repas. Et donc, du coup, mon repas de midi ou mon repas du matin ou mon repas du soir va être un niveau kilocalorique inférieur parce que j'ai enlevé cette collation de ces repas-là. Du coup, ma glycémie postprandiale va être plus faible. Donc, je vais diminuer la charge glycémique de mon alimentation. Et aussi, bien sûr, pour les glucides, j'évite ces hyperglycémies postprandiales, c'est ce que je viens de dire. Et aussi, ça va m'aider pour répondre à cette tendance actuelle de manger 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Parce que malheureusement, le grignotage est devenu un repas chez nous à la maison. Où là, les Marocains, où là, le goûter, quand on le bouhdo, comme chez le marjan, on le goûter. حيت الكوتي خصو الكونفليكس ديالو خصو لي طارت خصو النوتيلا خصو داكور دونك سي devenu un repas بحال كتشري اللحم والخضره وليتي كتشري شادي نحط لهم في الكوتي donc ça c'est malheureux donc voilà donc cette collation elle va répondre
D'accord? Donc ça c'est important. Et bien sûr, ça se rallie à cette tendance actuellement au grignotage. Le négatif, c'est que ça déstructure le repas, malheureusement, et de la collation. Et aussi, il n'y a pas cette trêve postprandiale. Je mange le matin à 8 heures, et à 10 heures, je dois encore manger. Je ne l'ai même pas laissé ma glycémie redescendre. Que je remange, je la fais remonter encore. Donc, cette postprandiale, la pauvre, elle est tout le temps en postprandiale. Je vis en postprandiale. Donc, quelques exemples de collation. La collation, en général, elle ne doit pas dépasser les 100 kilocalories. Regardez, une pomme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 80 kilocalories. Et, bien sûr, et plus que je vais descendre, plus ma collation elle est importante. Donc ça, c'est juste des exemples de collation. Maintenant, les macronutriments. Ça, je vais le passer rapidement. C'est important. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, on doit respecter, il faut qu'il y ait un équilibre entre les apports en glucides, en lipides et en protéines. Je ne peux pas, moi, supprimer tout ce qui est glucides au dépend de جوج بيضات في الصباح دجاجه في الغداء وستيك في الليل parce que je mange le poisson, je mange le poulet comme je veux. Mais non, ça veut dire que vous allez créer un déséquilibre entre les 3 macronutriments. Les macronutriments, là, je vais passer rapidement pour gagner du temps. Bien sûr, vous les savez, il y a les protéines, il y a les glucides. Les glucides sont importants. Les glucides, il y a le sucre, il y a les féculents et il y a les fibres. Est-ce qu'il faut savoir que, regardez, voilà ce qui nous intéresse, c'est ces deux, c'est les sucres et les féculents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont se transformer en sucre dans le sang. C'est eux qui vont augmenter la glycémie, alors que les fibres, ils ne sont pas digérés. Les fibres, ils sont là pour ralentir cette absorption du sucre. Donc, ça, ils vont me permettre de diminuer ce qu'on appelle la charge glycémique. On va le voir rapidement. Donc, les glucides simples, les glucides complexes, les semi-disponibles, etc. Donc là, je gagne du temps parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je gagne du temps. Donc là, les glucides, vous les connaissez. Pour arriver à ce point-là. Ce point-là, c'est, vous connaissez tous, bien sûr, l'index glycémique. Vous dites, la pomme de terre, voilà son index glycémique. Le riz, voilà son index glycémique. Mais il faut savoir qu'en nutrition, on ne travaille pas qu'avec l'index glycémique, on travaille avec la charge glycémique. Et ça, retenez-le, c'est très important. C'est quoi la charge glycémique? Et je vais vous donner un exemple simple. Je prends une pomme de terre. Cette pomme de terre, je vais la faire bouillir. Mslouqa, ptata mslouqa. D'accord? La ptata, je dis au hasard, elle va me donner 40 grammes de sucre si je la mange entière. La ptata elle-même, si jamais je l'écrase et je la mange, la même pomme de terre, je l'écrase et je la mange, elle va me donner 50 grammes de sucre. Donc, en modifiant la structure de le même nutriment, je vais modifier la charge glycémique. 2 aliments qui ont le même index glycémique ne vont pas avoir la même charge glycémique en fonction de si je prends les pâtes, attention, ما جاوش les Italiens قال لك السقا إلا السقا تحبس فهمتيني c'est pas c'est important les 7 minutes de cuisson c'est important parce que vous limitez la charge glycémique. إلا جديت داك لي بات وسيتهم على العافية وخليتهم كيطيبوا vous avez vraiment tout déstructuré. Donc même si vous mangez 180 grammes de pâtes cuites, la manière de les cuire, elle va changer en matière de charge glycémique. Donc ça, c'est très important. Donc, mon message numéro 1, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, les messages clés. Mon message numéro 1,
dépense énergétique de repos, dépense énergétique totale. Mon message numéro 2, oui, il y a l'index glycémique, mais pensez à la charge glycémique. Parce que, donc ça je le passe parce qu'on l'a détaillé, donc là après, il y a la présentation l'ordinateur, donc s'il y a un site où là, vous la mettez, donc là, il y a ce qu'on appelle l'index glycémique, il y a la charge glycémique. L'index glycémique, je ne vais pas rentrer dans le détail, chaque aliment a son propre index glycémique. C'est quoi l'index glycémique? C'est le niveau d'élévation de la glycémie postprandiale par rapport au standard qui est le sucre, le glucose. Par rapport au glucose, à dose égale, combien je vais augmenter ma glycémie après le repas. Donc, il y a des aliments à index glycémique bas, un index glycémique moyen, un index glycémique élevé. Et, bien sûr, c'est ça l'index glycémique. Donc, je vais juste gagner du temps. Donc, et regardez, ça, c'est l'index glycémique des aliments. Hein, ils me disent, ouais, la date, elle est naturelle. La date tabi'iyya, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, regardez la date, hein, c'est l'équivalent de pur sucre. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Je vous donne un exemple de l'index glycémique des aliments. La charge glycémique, donc, ce qui va faire diminuer l'index glycémique, c'est quand cet aliment il est associé à des fibres, certains traitements, etc. Donc ça, c'est juste des exemples hein, d'aliments à index glycémique faible, index glycémique modéré et index glycémique élevé. La charge glycémique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a un calcul, hein, comment on calcule la charge glycémique. La charge glycémique, c'est l'index glycémique fois la portion de glucides qu'il y a dans cet aliment divisé par 100. Et ça vous donne la charge glycémique. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la pomme de terre. Une pomme de terre cuite, ce n'est pas la même chose qu'une pomme de terre, bien sûr, purée, et ce n'est pas la même chose que des pâtes cuites. Donc, et aussi la cuisson des pâtes, la charge glycémique dépend de combien de temps vous l'avez laissé cuire. Donc ça, c'est juste un exemple de charge glycémique pour un même aliment en fonction de comment vous l'avez apporté. Est-ce que vous avez apporté de la pomme de terre sous forme comme ça, bien sûr, sans l'écraser, sans rien, sous forme de purée ou etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la charge glycémique. Donc ça, c'est juste des exemples. Hein. C'est juste des exemples. C'est exactement la même chose. C'est regardez, ça c'est l'index glycémique et la charge glycémique. Les cornflakes, par exemple, si je prends 40 grammes de cornflakes, son index glycémique il est de 85 et sa charge glycémique elle est de 27. Donc ça c'est juste des exemples. D'autres exemples. Voilà un plateau qui contient ma portion de protéines, mes féculents, mon fruit, ma salade, mon morceau de pain et mon petit suisse. D'accord? Voilà. Là, il y a des légumes verts. Mais dans ces légumes verts, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des carottes cuites. Donc les carottes crues, c'est différent de carottes cuites. Et il y a bien sûr des petits pois. Du coup, regardez, même si moi on dit légumes verts à volonté. Mais attention, pas tous. C'est ça les pièges. Donc, d'accord, donc là, il y a des aliments, je dois faire attention, surtout si jamais elles sont cuites, je vais augmenter mon pouvoir, mes apports en glucides. Un autre, regardez, ce plateau-là, en le calculant, il a un index glycémique de 46. C'est une gymnastique, il faut le faire. Ça me rappelle, j'ai 2 minutes, mais je vais raconter cette anecdote. Quand j'étais à Toulouse, on faisait la visite. J'oublierai jamais de ma vie derrière la prof. On se mettait tout le temps derrière quand on faisait la visite avec la patronne de diabétologie. Pourquoi? Surtout le moment du repas. Parce que quand j'ai le repas, le malade, Othman, viens, le couvert.
calcule-moi l'index glycémique de ce plateau. Et c'est terrible. Donc, dis-moi, le plateau, quand j'ai oublié un bilan comme Shinjibo, parce que c'est terrible. Hein, et c'est une gymnastique. Hein, et sincèrement, on a appris comme ça. On a appris on met un plateau et on réfléchit. Regardez, un autre plateau. Regardez, c'est presque le même. Qu'est-ce que j'ai retiré? Mais, كبلت mon yaourt. Tout à l'heure, 15 riwar, كبلته. Donc, j'ai gagné هنا, mais قفكسا من هنا. Et من قفكسا من هنا, j'ai augmenté l'index glycémique de mon plateau. Pour moi, j'ai bien fait, mais mon plateau de tout à l'heure, il était meilleur. Parce que son index glycémique n'était que de 46. Alors que celui-là, je l'ai augmenté, il est devenu à 50. Et regardez, maintenant j'ai dit, allez, je vais prendre un truc des glucides d'une autre manière et j'augmente encore mon index glycémique. Donc ça, c'était des messages que je voulais faire passer. Donc pensez à l'index glycémique et tout ça. Donc, donc ça, je passe la fraction de lipides. Hein. C'est exactement le même raisonnement donc, que ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il faut qu'il y ait des lipides. Hein. On ne peut pas supprimer les lipides, hein, c'est impossible. Il faut qu'il y ait des lipides dans l'alimentation de vos patients. Donc, et les apports des lipides, en général, ils vont tourner aux alentours de 25 à 35%. D'accord? De l'apport énergétique total en fonction, est-ce que je veux faire maigrir mon patient, je veux maintenir son poids normal, bien sûr, ou je veux trop le faire maigrir. Donc, on a vu cette gymnastique de tout à l'heure. Donc, ceux qui font augmenter le LDL, tout ça, donc je gagne. Parce qu'il y a des trucs pratiques. Il y a des trucs pratiques, retenez-les. Et j'arrête là. J'arrête là. Regardez, un homme, ça c'est vraiment de la pratique. Hein. Vous avez ici 4 colonnes. Ces 4 colonnes, elles vous disent un adulte jeune, de sexe masculin, d'activité physique moyenne. En général, il doit manger dans la journée 2600 kilocalories. Ça, c'est la moyenne. Si jamais cette même personne, ce n'était pas un homme, c'est une femme. Donc, j'enlève un critère de la ligne d'en haut. Un critère, moi j'ai choisi de changer le sexe. Donc, j'ai que 2 critères de la ligne d'en haut. Cette personne-là doit manger 2400 kilocalories. Si jamais j'enlève 2 critères de la ligne d'en haut, cette personne, c'est une femme et qui a une activité physique 0, sédentaire. Donc j'enlève 2 critères de la ligne d'en haut. Cette personne doit manger 2200 kilocalories. Si c'est une personne âgée, de sexe féminin, et qui n'a aucune activité. Donc j'ai enlevé 3 critères de la ligne d'en haut. Cette personne doit manger aux alentours de 2000 kilocalories. Mais si cette personne est malade, si cette personne, je dis, est diabétique, je dois diminuer les niveaux kilocaloriques. Et c'est exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Donc ça c'est pour les personnes malades, tout à l'heure c'est pour les personnes saines. Et ça, c'est mon travail à moi. Ça, c'est ce que je donne moi à mes patients. Ça, c'est mes menus que j'ai établis moi-même. Ça, c'est un menu à 1600 kilocalories. Ça, c'est ce que je remets à mes patients. Ça, c'est un menu à 1800 kilocalories. Au fait, dans mon cabinet, qu'est-ce que j'ai? J'ai menu à 1300, 1350, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Donc, que j'ai établi moi-même. Donc, en fonction, je vais imprimer celui, mais au moins, il respecte le niveau kilocalorie que ce patient doit recevoir. Smahli, je vais finir. Juste ça, retenez-le. C'est juste des petits exemples. Remettez-les à vos patients. Comment calculer, comment... 180 grammes de pâte cuite, c'est 7 grandes cuillères à soupe. C'est 7 grandes cuillères à soupe. C'est ça. Donc, c'est ça, vous allez apprendre à vos patients comment mesurer le nombre de cuillères. D'accord? Donc ça, c'est très important.
Et voilà juste des petits exemples d'équivalents en protéines. Hein. Donc, si vous voulez faire de la nutrition, c'est ça la nutrition pure et dure. Hein. Il faut lui apprendre comment changer. Mais il dose le toast, le khubz, le cornflakes, le fromage, etc. Et bien sûr, le lait, tout ce qu'il y a. Donc, ça c'est des exemples. C'est très important. Oui, on a bien sûr tout ce qui est beurre, etc. Comment changer les chocolats. Donc là aussi, hein, les petites confiseries, comment les gérer. Et voilà, donc vous avez compris que la diététique, c'est beaucoup, c'est énormément de choses. J'avais 2 messages à faire passer. Le premier, la dépense énergétique. Le deuxième, la charge glycémique. Et je vous remercie.